Bonjour, ici Marina Orsini et bienvenue à cette nouvelle et 5e saison des Histoires qui résonnent, le balado des proches aidants, qui est produit, vous le savez maintenant certainement, le balado est produit par l'Appui pour les proches aidants, qui est un organisme qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes et à leur faire aussi, les faire reconnaître leur rôle dans notre société. Alors, quel bonheur pour moi de vous retrouver dans notre tout nouveau studio. Ce décor tout neuf marque le début de cette 5e saison que j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Des histoires qui m'ont profondément touchée et qui, j'en suis certaine, résonneront en vous aussi. Alors, cette saison, nous allons explorer différentes réalités. Le cancer et son impact sur toute la famille, les besoins particuliers qui transforment le quotidien, l'autisme, la paralysie cérébrale, les soins palliatifs pédiatriques, l'Alzheimer et ses deuils successifs qu'on traverse, le regard parfois lourd de la société sur la différence, les choix déchirants comme le placement ou l'aide médicale à mourir, et aussi notre propre santé mentale. Quand on aide quelqu'un, faut en prendre soin. Alors, chaque parcours est unique, mais tous nous rappellent l'importance du soutien, du répit et surtout de ne pas s'isoler. Alors, pour ouvrir cette saison, aujourd'hui, nous parlerons des maladies neurodégénératives, ces maladies qui transforment progressivement nos proches, les premiers signes aussi qu'on préfère ne pas voir, les mots qui se perdent, le regard qui ne reconnaît plus, ces deuils successifs qu'on traverse. Alors, comment accompagne-t-on quelqu'un qui s'éloigne peu à peu? Comment vit-on avec la peur constante aussi, la culpabilité, les décisions difficiles? Comment trouve-t-on encore des moments de connexion au cœur de cette épreuve-là? C'est ce que nous allons découvrir avec Simon-Olivier Fecteau, qui accompagne sa maman, Marie-Josée, pendant que son père de 98 ans, lui, refuse de lâcher prise. Sylvie Soli aussi, qui a traversé cette épreuve-là avec ses 2 parents dans la même année. Et finalement, Dr Oang Duong, qui est médecin interniste, qui nous parle de cette relation entre l'aidé, le proche aidant et le médecin. Alors, bienvenue à nouveau dans votre balado des proches aidants. Il est comédien, humoriste, auteur, producteur. Il est aussi réalisateur. C'est à lui qu'on doit les 9 derniers bye-bye des 9 dernières années. Et on est super content de l'avoir avec nous. Simon-Olivier Fecteau. Hey, allô. Allô. Je suis vraiment contente que tu sois là. Ben merci pour l'invitation. Puis tu m'as répondu tout de suite quand je t'ai lancé là, l'invitation. Tu as fait ben oui, attends. Puis là, on s'est couru après pour trouver un moment. Ben, je sais aussi que tu as un horaire. Le monde a des vies chargées. Le monde a des vies chargées puis tout ça. Fait que je suis très contente. Mais aujourd'hui, c'est le fils de Marie-Josée qui est là, et Marcel, ton papa, donc Fecteau. Et ben, je veux que tu me parles de ta mère. Tu sais, aujourd'hui, ta mère a 81 ans. Ouais, 80. C'est ça, elle est atteinte d'Alzheimer. Oui. Mais j'aimerais ça que tu me parles de la femme qui t'a élevé, la mère que tu as eue en grandissant, là. Écoute, c'est drôle, j'ai été élevé en campagne, mais ma mère, c'est au fond du cœur, une fille de ville. C'est une fille qui aime ça, faire des choses, voir des choses. Elle aime, mettons, le théâtre, la télé, l'humour, la musique. Elle aime tout. Elle aime extrêmement passionnée comme personne. Mm-hmm. Et puis mon père... Une épicurienne de la vie, là. Ah, épicurienne de la vie, mais épicurienne des expériences. Je dis, c'est pas nécessairement dans la gastronomie ou l'alcool. Pas rien de tout ça. Plus épicurienne, elle aime le monde, puis elle aime voir des nouvelles choses. Curieuse. Moi, extrêmement curieuse. Puis c'est drôle parce que mes parents habitaient en campagne. Mon père, c'est un artiste peintre. Fait que lui, ça fitait plus avec sa vie d'artiste peintre. Puis c'est un paysagiste. Fait que d'avoir des paysages, mais le conflit entre les deux, c'est pas un conflit, mais je disais, la différence entre les deux, c'est que ma mère, elle pouvait habiter à Central, à côté de Central Park à New York, là. Entourée de monde sans cesse, elle, ça aurait été ça, sa vie. Là. Mais ils se sont complétés toute leur vie. Écoute, ton père a 98 ans. Oui, il va avoir 98 en octobre. Là. Incroyable. Là, ta mère est atteinte d'Alzheimer depuis combien d'années? Depuis 2017-2018 qu'on a commencé à avoir les premiers signes. OK. Ouais. Mais tu sais, c'était subtil au début. Je pense que c'est mon frère qui a le premier à lever un petit red flag, un petit drapeau, comme « Hey, il me semble qu'elle oublie beaucoup de mots. Il me semble qu'il y a beaucoup de mots qui... » Puis
Puis là, toi, t'as pris conscience de ça. Hey, moi, ma mère a toujours été, tu sais, autant elle était passionnée, mais tu sais, autant, tu sais, mes parents, dans les deux, ont eu des vies quand même assez difficiles dans leur jeune, quand ils étaient jeunes. Fait que ma mère n'est pas allée à l'école, mon père non plus. Fait que, tu sais, c'est pas des gens de littérature ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, d'oublier des mots pour ma mère, je trouvais ça pas alarmant pour le moment. Oui. Puis, mais plus ça allait, plus ça commençait à être bizarre, tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait comme eu un moment où que c'est devenu clair que, OK, moi, ça, c'est pas normal. En fait, dans votre famille, du côté de ta mère, il y a toute une lignée d'Alzheimer aussi, là. Il y en a beaucoup. Ben, de démence, ouais. En fait, tu sais, l'Alzheimer, dans le fond, c'est une forme de démence. Oui. Puis il y en a tellement, il y a plein de sortes, là, ce que j'ai appris avec le temps, là, parce Ouais. qu'on s'intéresse évidemment quand ça arrive dans nos familles, mais puis son frère et sa sœur, son frère est décédé, sa sœur est dans une institution. Les deux ont eu différentes. Son frère a eu Parkinson avec Alzheimer, je pense, puis sa sœur une démence qui est pas complètement diagnostiquée, puis ça fait comme 15, 13 ans qu'elle est enceinte. Fait que ta mère a toujours eu peur de ça aussi. Ma mère faut l'ajouter, là. Toujours eu peur de tout ça. Puis c'est drôle parce que c'est épouvantable ce que je veux dire. Mais quand toute sa vie, elle nous a dit si jamais j'ai l'Alzheimer, amène-moi dans le bois, puis c'est ça, fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Ça me tente pas de vivre ça. Ah, oui, hein. Puis, mais quand je pense qu'elle-même s'est rendue compte qu'elle avait une démence quelconque, parce qu'il y a eu un événement qui était pas normal, elle n'a plus jamais mentionné ça. Ah non, hein, c'est ça, c'est comme devenu tabou, vous en parlez pas de ça. Mais elle n'a pas parlé non plus de régler des problèmes si jamais ça arrivait. Là. Fait que c'est comme, oh mon Dieu, je pense que j'ai ça, mais finalement, le projet du bois, mauvais projet. Ah oui. Je pense que oui, ça n'a jamais été dit, mais je sais que son comportement a changé par rapport à ça, tu sais. Fait que ça a été quoi, sa réaction? Juste de tomber dans le silence, d'ignorer ça? Ou y a-tu eu un moment là, de réaction, il y a un diagnostic, on est allé chez le médecin, ou mon père est allé chez le médecin, puis on est revenu, puis là, y a-tu eu ça? Non, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas eu ça. Quand il a eu le diagnostic du médecin, il était rendu trop tard. Ma mère était trop avancée. Déjà, qu'on lui donne un diagnostic, elle ne s'en souviendra pas le lendemain. Tu sais, c'était rendu trop tard. Fait qu'il y a eu comme toute une progression qui est pour nous autres et pour elle. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on entend parler tellement d'histoires, mais on dirait que quand, tu sais, plein de gens vivent ces situations-là. Mais quand ça arrive à nous autres, c'est la première fois que ça nous arrive. Bien sûr. Alors, tu sais pas exactement quoi faire. Puis surtout quand quelque chose est progressif, tu sais, quand est-ce qu'on va à l'hôpital? On voit bien qu'il y a un problème. Y a-tu quelque chose à faire? Avais-tu aller à l'hôpital? Puis là, finalement, le médecin il prescrit un médicament au cas. Puis là, la pharmacienne, mettons, il pose une question. Ah, Madame Fecteau, pourquoi vous prenez ça? Ben, ça va m'aider peut-être. Puis c'est tranquille. Il y a bien du flou, comme. Oui, bien du flou, un peu pour tout le monde. Tu sais, mon père qui est positif, il dit, ben, écoute, peut-être que c'est une phase, peut-être que, tu sais, une journée à la fois, puis on verra, on s'arrangera avec le reste. Mais au fil des 7-8 dernières années, y a-tu eu des moments, là, où, je sais pas moi, des moments de crise ou des moments où ta mère ton père t'a raconté que ta mère, elle a eu une réaction aujourd'hui, puis, tu sais, y a-tu eu des phases comme plus dramatiques? Il y a quelques phases plus dramatiques. Tu sais, je me souviens, moi, la première fois, parce que c'est drôle, ces maladies-là, en tout cas, pour l'Alzheimer, c'est comme une série de deuils. C'est pas, ça arrive pas d'un coup sec, c'est progressif, fait que tranquillement, il y a comme une faculté de moins. Puis en plus, c'est pas une faculté physique, c'est une faculté psychologique, fait que tu le vois pas nécessairement à première vue, mais je me souviens, moi, le switch, si je pourrais dire, le point tournant de tout ça, c'est la première fois qu'elle a oublié j'étais qui. Puis ça, c'est bizarre. Oh mon Dieu, OK. Ouais, ça C'était fait quoi? T'étais allé chez elle? Elle était à Montréal avec mon père, Okay. elle était descendue nous voir, on était en famille, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle était mélangée. Elle me regarde, puis elle était de bonne humeur. Elle dit, écoute, t'es-tu mon oncle? Là, je dis, ben, non. Je tombe. Bah, puis, c'est une joke, là? Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis tu sais, on le sait bien. Puis là, moi, ma réaction, c'est bizarre. Je fais de la moto. Puis ma réaction, ça a été, hey, sais-tu quoi? Viens-t'en en moto. C'est une drôle de réaction. Je me mets un casque sur la tête. Je t'amène en moto faire un petit tour, juste pour que son cerveau ait comme un influx d'énergie, de quelque chose, l'adrénaline. Puis finalement, quand on est revenu en moto, là, elle s'en souvenait, j'étais qui. Je sais pas qu'il faut faire de la moto, puis on est le problème de santé. Mais le lien à toi. Mais le lien à moi, c'est comme, OK, on va trouver une façon de juste l'allumer, là.
Mais ça a été un choc, ça, parce que, tu sais, ma mère, qui a eu une vie quand même difficile, surtout quand elle était plus jeune, tu sais, elle, dans le fond, son accomplissement, c'était ses enfants. Ben, c'est sûrement encore ça, mais là, elle ne sait plus. Mais pour elle, d'avoir eu des enfants en santé, qui étaient gentils, qui étaient peu importe, oh, j'ai bien élevé mes enfants, c'était ça le plus important pour elle. C'est à travers ça qu'elle s'est réalisée. Elle a fait d'autres choses, mais je sais que ça, c'était une grande réalisation pour elle. Fait que le fait qu'elle oublie l'affaire qui est probablement la plus importante de son existence. C'était toi en plus. Puis c'était moi en plus. Ben, c'est ça, moi, un autre frère, mais tu sais, c'était comme... C'est là que t'as pleuré? Non, j'ai pleuré une autre fois. Tu as pleuré juste une fois, toi, dans tout ça, là. Ouais. Quand, puis pourquoi juste une fois? C'est chez la médecin quand... Ouais. C'est chez la médecin quand la médecin... On a comme officialisé la patente. C'est-à-dire que, tu sais, le diagnostic... C'est une drôle de façon de diagnostiquer l'Alzheimer comme tel. Là. On dirait qu'ils vont par c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Fait que ça doit être ça. Puis il y a des tests neurocognitifs. Là. Il y a toutes sortes d'affaires. La fameuse horloge. Là. Il y a toutes sortes. J'imagine ils ont passé toutes ces choses. Je pense que oui, j'étais pas là à chaque test, mais je suivais. Tu sais, OK, on s'en va à Montréal, on s'en va à Québec. Fait que tout ça. Puis je pense que ça a été à l'officialisation de la chose. Tu sais, on le sait tout, mais on dirait que c'est comme une... C'est malheureusement où on en est avec ces maladies-là, c'est qu'il n'y a pas encore de remède. Là. Fait que c'est comme une sentence officielle. Puis juste le fait de verbaliser ça, là, ça m'a rendu... extrêmement vulnérable à ce moment-là. Là. Fait que là, au fil des dernières années, de toutes ces années-là, est-ce que tu peux vraiment dire, on voit à tous les mois ou aux 6 mois ou à chaque année, là, ça s'en va de plus en plus vers... Ben, le pire, en fait, là. Tu vois ça? Peux-tu constater ça? Ben, définitivement. Tu sais, mon père est une force de la nature, c'est ça. Il va avoir 98 ans en octobre. C'est anormal à quel point il est en forme à son âge. C'est un cas. J'ai fait des vidéos de lui sur Internet, puis il y a des trucs qui sont devenus virales. Ben oui, il paraît. Oui, ben du monde a écouté ces vidéos-là. Mon père s'en fait parler quand il va au restaurant, à chaque jour, il sort, puis il s'en fait parler partout. Mais le fait qu'il s'occupe de ma mère, le fait qu'elle n'est pas dans un centre, le fait qu'elle a un point de référence qui est sécurisant puis rassurant pour elle, je pense que ça fait partie des raisons pourquoi sa progression est lente. Ouais. Fait qu'elle est lente. Tu sais, ma mère, elle parle plus tant, dit un mot de temps en temps. Je pense pas vraiment qu'elle sait chuki, mais elle est contente que je sois là. Puis elle sourit beaucoup, par exemple. Fait que ça, c'est le fun parce qu'elle n'a pas elle semble pas avoir vivre un cauchemar à l'intérieur. Elle est calme, puis elle sourit, puis elle est contente d'être là. Fait que c'est pas un Alzheimer anxieux et dramatique et douloureux. Non, je pense qu'elle était plus anxieuse avant, en fait. C'est bizarre, là. Fait qu'il y a comme une forme de bonheur dans son état. Puis le fait que ton père, c'est son point d'attache, c'est sa référence. Il est 24 heures sur 24 avec elle. Tu sais, depuis plusieurs années. Là. Tu sais, on y offre, on dit, veux-tu de l'aide? Veux-tu qu'on engage quelqu'un? Tu peux partir pendant 2 jours. Veux-tu qu'on trouve un centre pour ma mère? Veux-tu... Tu sais, tout ça est sur la table. Il n'y a pas question. Il veut pas ça. Non. Puis c'est lui qui va décider ultimement. Ben, c'est sûr que si ma mère devient dans un état grave, elle ne restera pas à la maison, mais c'est sa décision, c'est leur couple. Lui, quand il parle de José, il parle pas de José qui est malade. Il parle de José, on est allé au restaurant. Ah, là, il met ça, on a eu du fun. Ah oui, José est bien de bonne humeur aujourd'hui. Il n'y a pas de... Ouais, là... Non, puis elle a 80 ans, là, 81 ans aussi. Il y a tout ça aussi. C'est que, tu sais, je pense que quand les parents ont, tu sais, un Alzheimer précoce, là, à 50, 55 ans, 60 ans, là, c'est une autre histoire aussi, hein. Totalement. Mais le fait que ta mère est quand même rendue une personne âgée aussi, puis, ben, tout le monde, quand on vieillit, on perd la mémoire. Il y a eu toute cette affaire-là qui était comme normale au début. Hein? Je veux dire, ça va avec l'âge aussi. Absolument. Mais c'est bizarre parce que vu que j'ai comme... Tu sais, le premier... Tu sais, mon père et ma mère, ils ont une différence d'âge. Vu que le premier vieux, c'était mon père. Mais mon père, c'est un vieux atypique parce que il y a encore aujourd'hui, il a toute sa mémoire puis il a toutes ses facultés à part qu'il entend très mal. Mais fait que je te dirais que ma première confrontation avec la vieillesse et du moins les points négatifs de la vieillesse, c'est avec ma mère plus. Fait que c'est comme tout pour nous autres. Pour la famille, c'est tout un ajustement, comme toutes les familles qui vivent ça. Absolument. Ouais. Puis tu dis que c'est un fade-out tranquille. Ouais.
C'est ça que tu dis, hein? Ouais, c'est un fade-out tranquille. C'est drôle, tu sais. Elle a eu la COVID, ma mère, ça l'a presque tuée. Là. Elle est devenue dans un coma pendant une couple de jours. Là. Puis ça a l'air que ça fait ça quand pour les gens qui sont vieux et faibles, quand ils ont une infection, une maladie comme ça, ben leur système, comme il ferme. C'est virulent. Ouais, ça. Puis c'est épouvantable que des fois, dans ma tête, je me dis, crime, peut-être que ça aurait été plus facile si ça l'avait terminé son chemin, parce que pour nous autres, c'est dur de la voir comme ça. Mais d'un autre côté, après ça, je la vois, puis elle sourit souvent, puis elle semble heureuse dans son état, même si je sais pas comment est son état, mais dans ma tête, ma mère, c'est comme un chat en ce moment-là. C'est comme, elle est contente d'être là, elle aime avoir de l'affection, mais je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Là. Puis en même temps, il y a eu un épisode assez dramatique. Il n'y a pas eu une histoire avec un repas de famille où elle s'est étouffée? Ah, ouais, c'est après la COVID, ça. Fait qu'elle sort de ça. Puis là, elle commence à être mieux. Puis là, on est en famille chez mes parents. Puis là, on commence à sortir. Tout le monde est quand même un peu plus léger parce qu'elle va mieux. Ouais. Puis on est dans la cuisine, on est debout. Là, quand quelqu'un fait réchauffer une pizza, puis ça, on mange un peu. Puis là, un moment donné, ma mère, on portait moins attention à elle pendant une couple de, je sais pas, une minute, là, on jase. Puis ma mère, elle tombe un peu sur le côté. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, moi, je l'amène sur le divan. Je ris, mais c'est épouvantable. Puis là, elle devient bleue. Puis là, tu vois bien que c'est pas normal. Puis là, finalement, on se rend compte qu'elle est en train de s'étouffer. Fait que là, j'y fais le Heimlich. Puis là, finalement, je pense que ça marche. Parce que donc, la manœuvre, quand quelqu'un s'étouffe, là. Comme ça, là. Fait que là, tranquillement, elle revient. Puis là, elle venait juste de passer proche de mourir la journée d'avant. Là, c'est que, mon Dieu, c'est pauvre elle, premièrement. Pauvre elle, pauvre Noël, parce que c'était comme le 3 janvier ou quelque chose de même. Pauvre la famille, pauvre, toute cette situation-là était extrêmement douloureuse. C'est sûr, pauvre elle en premier. On est d'accord avec ça. Là. Mais dans ça, t'as quand même eu un flash de seconde de dire elle aurait peut-être dû partir. Écoute, j'aime pas ça. On dirait que j'aime pas ça m'avouer de penser ça, mais. Je peux comprendre aussi, là. Mais tu dis, crime, dans quelle sorte de vie elle a? Mais en même temps, tu sais, ma mère, elle a pas choisi ça. Puis ma mère, comme je te dis, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle était malade pour vrai, elle n'a plus jamais parlé, tu as fait référence à « Hey, j'aimerais que ma vie se termine ». Pas en tout. Fait que les dernières années, là, depuis 2017, là, ta mère, elle s'est comme enfermée aussi à quelque part dans un genre de mutisme face à ça. Hein? Oui, complètement. Fait que tu la vois souffrir, veux pas, même si elle sourit, c'est plus la femme que tu as connue. C'est pas la femme que j'ai, c'est une autre personne. C'est ça qui est terrible. Ouais, mais en même temps, tu sais, il y a des beaux moments là-dedans aussi, il y a des moments vraiment drôles. Il y a un moment, j'ai fait une vidéo sur ma mère, puis qui était, tu sais, j'hésitais à faire une vidéo sur ma mère parce qu'on montre pas souvent la maladie sur les réseaux sociaux, nulle part en fait. On veut pas voir. Ben de plus en plus, je te dirais. Oui, c'est vrai. Il y a une espèce d'éveil, mais c'est pas quelque chose. Mettons quand tu fais des jokes dans la vie ou quand tu te poses affaires légères, c'est pas mon premier réflexe de montrer quelqu'un qui est malade. Mais il y a eu un moment qu'on a amené ma mère voir sa sœur qui est également sur de démence, puis parce que les deux sont vieilles, puis ça fait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Ça serait le fun qu'ils se voient. Puis quand ils se sont vus, sa sœur est dans un état physique beaucoup plus difficile que ma mère. Elle est en chaise roulante, elle est déformée de par les années de médication, toutes sortes d'affaires. Parce que ta mère est mobile. Oui, ma mère est mobile. Elle est debout, elle marche. Oui, elle se ressemble visuellement. Elle est plus vieille, mais elle se ressemble. L'autre, elle se ressemble pas du tout. Fait que c'est comme impossible qu'elle le reconnaisse ou qu'ils se reconnaissent. Mais là, je se vois, puis là, au début, ma mère, elle voit sa soeur, puis elle fait, puis là, c'est comme drôle. Mais finalement, après 10-15 minutes, les deux se reconnaissent. Puis là, ils se rapprochent. Puis là, ma mère, elle a fait une espèce de, comment on dit ça? Ouais, bisou de nez, là. Puis là, tout le monde braille parce qu'ils sont comme connectés à ce moment-là. Puis ils se sont reconnus, tous les deux. Ils se sont reconnus, puis ma mère, les deux ont pris soin d'eux autres quand ils étaient plus jeunes. Fait que là, t'as l'instinct de vouloir prendre soin de sa sœur. Écoute, c'est tellement un moment extrêmement émouvant. Puis
positif, puis beau, puis bouleversant, puis triste, puis tout. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a ça qui arrive aussi là-dedans, qui te fait réaliser que la vie, c'est fort en maudit aussi, puis des fois, de penser à des sorties rapides, c'est peut-être pas la bonne solution aussi, là, tu sais. On parle beaucoup ces dernières années, Simon Olivier, de l'aide médicale à mourir. Ouais. Puis, tu sais, on se bat beaucoup pour ceux qui ont des problèmes neurodégénératifs ou cognitifs aient accès. Hein? On est beaucoup là-dedans aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Avez-vous déjà parlé de ça par rapport à ta mère? Elle, est-ce qu'elle a déjà mentionné que c'est le genre d'affaires qu'elle voudrait, hormis aller dans le bois? Aller dans le bois, puis la méthode, l'ancienne méthode. Écoute, on n'a pas eu de conversation ouverte autour de la table à propos de ça. On en a eu, mettons, moi et mon frère au téléphone. Ouais. Jamais j'impliquerai mon père là-dedans. Tu sais, je pense que l'aide médicale à mourir, c'est évidemment pour les gens qui souffrent. Je trouve que c'est vraiment une bonne solution quand ta vie n'est que souffrance, mais c'est pas le cas, là. Ce n'est pas que souffrance. C'est une espèce de... C'est plus souffrant, je pense, plus souffrant pour nous autres que pour elle. J'ai l'impression, mais je suis pas à sa place. C'est juste que si je me fie à son état, ben on semble plus triste qu'elle. On le disait, ton père a 98 ans, puis lui, ta mère est à la maison, puis il n'en est pas question de penser à la placer. Puis tu dis qu'il veut même pas de service, il fait pas appel, il reçoit aucun service, ton père? Là, il en reçoit 2. Il y a une fois par semaine des gens qui vont laver ma mère, puis idéalement, il y a aussi une femme de ménage ou peu importe, quelqu'un de ménage qui vient faire le ménage. Puis j'en ai offert plus. Garde, quelqu'un peut-être venir à tous les jours, au moins juste 1 heure, faire quelque chose. Il veut rien savoir. À chaque étape d'aide a été extrêmement difficile à le convaincre, en fait. Là. Ça a été comme, mon Dieu, accepte donc de l'aide un peu. Là. Toi, tu viens de Chertsey. Chesterville. J'avais c'est Chesterville. Donc, c'est près de Victoriaville. Ouais. Eux habitent encore là. Oui, ils sont encore là. Il y a quand même cette distance-là. Ben, c'est 2 heures de char. Fait que si je veux aller voir un après-midi, c'est 4 heures de char. Faut que tu le planifies, là. Faut que je le planifie. Puis c'est ça qui est plate. En fait, tu sais, ma mère, pendant des années, a essayé de convaincre mon père de déménager plus proche de Montréal pour quand elle allait être vieux. Mais mon père, qui a une belle maison, puis un grand terrain, puis sa maison le garde en vie un peu parce qu'il est tout le temps, il travaille, c'est son terrain, puis tout ça. Fait qu'ils se sont jamais entendus là-dessus. Fait que là, on arrive à ce que, oui, là, ils sont plus vieux. Puis là, effectivement, c'est dur de les voir. S'il est à Montréal ou proche, c'est, mettons, une demi-heure de char, je verrai tous les jours, j'irai faire un tour. Mais là, à 2 heures, c'est 4 heures. Faut le planifier. Je peux pas travailler en campagne. Ça marche pas avec ma vie. Fait que, tu sais, c'est pas pire parce qu'on est 4, on est 4 frères au final. Là. Fait que, il y a tout le temps quelqu'un. Quand même. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui va. Autres, là, oui, puis on a des amis là-bas. Il y a le monde du CLSC qui passe. À chaque 2 jours, au moins, il voit quelqu'un à la maison. Ça, c'est sans compter les gens qui vont au restaurant. Fait que ça, au moins, il y a du monde. C'est pas comme s'il était tout seul à la semaine longue. Non. Mais c'est plate parce que moi, j'aimerais ça être. Tu sais, mon frère, on aimerait ça être là plus souvent. Puis c'est que, hey, je veux bien, mais ça a été mal planifié, cette affaire-là. Là. Il aurait dû. Ça se planifie pas. Ça se planifie pas, mais la maladie, elle essayait dans ta vie, là. Tu sais, oui, ta mère a essayé mais quand elle allait bien. Je pense que pendant 20 ans, elle voulait vendre la maison là, à Chesterville. Là. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça leur appartient, c'est leur dynamique. Puis en même temps, t'es chanceux parce que ton père a 98 ans, il est en pleine forme. Si lui, il perdait des moyens, j'imagine que là, tu t'imposerais. Tu ferais, regarde, là, on a des décisions à prendre, vous vous emmenez proche de Montréal. Mais vous n'êtes pas rendu là, même si ton père a 98 ans. Lui, il veut pas passer pour rien au monde. Là, ben non. De ça. Mais tu sais, mets-toi à sa place. Demain, on te dit, tu vas quitter ta maison. Demain, tu t'en vas chez vous. C'est la même affaire. On va tous réagir comme ça. On veut tous pas vivre ça. Là. Non, puis forcément, cette vie-là a fait qui est aussi en forme aujourd'hui à 98 ans. Fait que c'est comme, si j'enlève ça, j'enlève son mode de vie, donc d'un condo à Longueuil. Lui peut tomber. Lui, puis c'est Parce que c'est probablement ça qui le tient aussi. Il y a un rôle important à jouer. Ça donne c'est sa femme, premièrement, la femme qu'il a aimée. Ça donne un sens à sa vie. Je comprends. Puis elle est bien, elle n'est pas alitée, ta mère. Elle est pas.
Fait que ça aussi, il y a plein d'éléments qui changent la donne pour s'interposer ou les obliger à prendre des décisions. Hein? Ouais, complètement. Mais c'est ça. Fait que là, cette dynamique-là marche pour le moment. Je te dirais même que mon père est plus en forme depuis que ma mère est malade. Il est plus on. Ça le tient allumé. Ouais. C'est fou, hein? Ah ouais, mais je comprends ça. Puis tu sais, ça doit faire... T'as quel âge? Ça doit faire quoi? 30, 40, 50 ans que tes parents sont ensemble? Ouais, 60. Fait que c'est comme... C'est une référence, là. C'est comme la moitié de toi-même aussi, hein? Ben oui. Tu coupes pas ça de même, là. C'est pas un lien facile à couper. Si je te dis le mot futur en terminant, qu'est-ce que tu vois? T'es toujours stand-by, j'imagine. Écoute, un peu. Si mon père, il va au jour le jour, puis je pense que j'ai appris de ça, là. Je fais la même chose. Je regarde, pour le moment, la formule, elle fonctionne. Mais à un moment donné, que je vais descendre à Chesterville ou que je reçois un téléphone ou que je vais, puis là, tout va changer. C'est ça. Puis t'es conscient. Je sais, ben, on le sait. Je dis, regarde, ça peut être demain matin comme ça peut être dans 5 ans. Ben, peut-être, pour ma mère, je serais surpris que ce soit dans 5 ans, mais. Oui, tu serais surpris. Ben. Parce que, tu sais, des fois, le cœur, il est fort. Le monde sont en forme, sont en santé physiquement. C'est le cerveau qui... Il y a toute cette réalité-là aussi, hein? Écoute, c'est quoi, on va voir. On va voir, mais... Ouais, on va voir. Mais pour mon père, mettons... Pour mon père, là, si j'avais à miser sur quelqu'un qui allait vivre vieux, là, je parierais sur lui. Cela dit, tout peut arriver à n'importe qui. Fait que, regarde, je change juste du bois que... Parce que, tu sais, le rôle de proche aidant aussi, il y a des statistiques qui existent, hein, que souvent, l'aidant va partir avant l'aider. Pour vrai? Rendu à ces âges-là, oui, ils disent quand même ça. Parce que, bon, eux autres, ils ont de l'air de bien fonctionner. Ta mère va être quand même autonome un minimum, là, mais la tâche est tellement grande. Ben ouais. Il y a tellement de chapeaux à porter que ça use. Je veux dire, si les gens sont trop âgés à un moment donné, puis tu sais, la charge mentale, physiquement, oui, de lever, de laver, de faire à manger. Tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans. Fait que c'est quand même une réalité aussi, mais qui semble pas être proche de ton père, là. Écoute, la question que j'y demande à chaque fois, en fait, je pose une batterie de questions à chaque fois que je le vois, puis qui est souvent, c'est t'es-tu correct? T'as-tu besoin d'aide? José, à un moment donné, ça se peut qu'il faut qu'on la place ou non. C'est toi qui décides. Ou comment tu vas. Puis, à moins qu'il ment à chaque fois, mais pour le moment, tout va bien, mais je peux pas prendre ces décisions-là pour lui. Non. Je suis curieuse, Simon Olivier, parce que tu dis, tu sais, que vous êtes 4 garçons, vous autres. Est-ce que vous vous êtes fait un genre de conseil de famille pour dire, faut se préparer quand même un certain plan d'action, que s'il arrive quelque chose, bon, toi, t'es à Montréal, il y en a qui sont plus proches de Victoriaville, tout ça. Est-ce que vous avez eu cette discussion-là, les 4 frères? On a eu cette discussion-là. On s'est fait, tu sais, cet hiver, on s'est fait un système que, au moins une fois par semaine, il y a quelqu'un différent qui allait pour être sûr que, surtout que c'était l'hiver, c'est plus difficile. On n'a pas un plan d'action clair si quelque chose arrive. On sait qu'on a des ressources, mais on n'a pas, mettons, OK, ça va être à telle place, à tel hôpital ou tel. Il n'y a rien de ça. Mais les 4 sont stand-by. On est tous stand-by. Si on envoie un texto à un, l'autre, ça va se mettre à bouger. Là. On est tous stand-by, puis on est tout un âge qu'on ait des horaires flexibles, plus que, mettons, avant. Ouais. Fait qu'il y a moyen de s'organiser. T'sais. Moi, j'ai une chambre chez nous. S'ils veulent rester là, ils vont rester là. Mais c'est encore des convaincre. Oui, c'est ça. Puis toi, je veux dire, la question, là, vraiment en terminant, mais la question à 1000 pièces, le fait que ton parent ait atteint d'Alzheimer, c'est-tu quelque chose auquel tu penses par rapport à toi? Écoute, moi, juste en termes de... Moi, je me suis remis en forme. Je me suis remis en forme vraiment. C'est vrai, ces dernières années. Oui. Hein? Puis, je suis à 45, j'étais pas en forme. Je faisais toutes sortes d'affaires, mais j'étais pas en forme. Puis, j'ai changé mon alimentation. Je m'entraîne 4, 5, 6 fois par semaine. Je dors. J'essaie de garder le contact social. J'essaie de garder mon cerveau actif. T'as une bonne vie. J'essaie de faire tout ce qu'il faut pour, si ça m'arrive, le repousser le plus loin possible. Oui. Parce que c'est beaucoup avec le mode de vie aussi. Ouais. Il y a le gène, mais c'est tout relié aussi au mode de vie. Beaucoup. Tu sais, l'alcool, le tabac, le stress, le sucre, ce qui est pas bon, en fait. Des relations toxiques, c'est tout ça aussi qui va contribuer. Hein. Ouais, fait que gros ménage de vie de mon côté, là.
Pas inquiète, tu vas vivre vieux comme ton père. Écoute, on y allait une journée à la fois. Merci. Merci. Merci, mon Olivier. Merci Merci. beaucoup. Je suis certaine que ça résonne chez les gens qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup. Ah, mais merci. J'accueille maintenant Sylvie Soli, qui a été la proche aidante de ses deux parents. Ses deux parents atteints d'Alzheimer et qui sont tous les deux décédés en 2022. Quelle histoire, Sylvie. Merci d'être là, premièrement. Ça fait plaisir. Je sais déjà que ça va résonner avec les gens qui nous écoutent parce que votre parcours, il est quand même incroyable. J'ai pris plein de notes. Votre maman a été donc diagnostiquée en 2007. Elle a vécu avec l'Alzheimer pendant 15 ans. 15 ans d'Alzheimer. Puis là, il va avoir en parallèle le papa. Mais je veux commencer avec votre maman. Vous avez grandi dans une famille de 5 enfants, frères et sœurs. Et selon vous, ça, je trouve ça intéressant. Elle a eu un diagnostic en 2017, mais vous dites que vous aviez remarqué des choses bien avant, là, bien avant son diagnostic chez votre mère. Hein? Ben, en fait, je vais juste un petit peu rectifier, Marina. Donc, maman a reçu son diagnostic, si je me trompe pas, c'est mars 2012. Ah, OK, parfait. Mon Dieu, il me manque 5 ans. Oui, ben c'est ça, c'est ce 5 ans-là où moi, j'ai observé ça. OK. Où j'observais parce que, dans le fond, dans la famille à ma mère, c'est un fléau. Oui. Si je me trompe pas, votre mère a grandi dans une famille de 16 enfants. Oui. Et ils étaient 10 à recevoir un diagnostic d'Alzheimer là, ou d'une forme de démence quelconque. Oui. Et votre grand-mère a souffert de ça aussi, là. Oui, il était 8 sur 8 dans la famille de ma grand-mère. OK, du côté de la grand-mère. Oui. Puis maman, en fait, le 10e est décédé il n'y a pas si longtemps. Puis, il en restait... Tu sais, il y en a 2 qui sont morts jeunes. Fait que c'est 10 sur 14 vivants. Incroyable. Ça, c'est vraiment... ça a été difficile, Marina. Ça a été difficile parce que comment tu ne te confrontes pas comme être humain quand c'est autant dans ta famille. Puis, c'est, je pense, du côté des filles, c'est 5 sur 7. Fait que, tu sais, tu te dis, oh. Fait que vous, ça fait longtemps que ça court dans votre famille. Bon, à l'époque, probablement qu'on disait pas de l'Alzheimer, mais de la démence. C'était surtout ça, je pense, qu'on utilisait. Puis d'emblée, je vais vous la poser en partant, cette question-là, mais est-ce que vous, dans votre vie, là, est-ce que vous avez-vous fait des prises de sang? Est-ce que vous êtes devenu obsédé par le fait que moi, je vais-tu l'avoir? Comment on vit ça? J'ai pas été obsédée parce que on peut mourir en traversant la rue. Exactement. Même dans son sommeil. Moi et une de mes sœurs, on était évaluées. Moi, j'aime mieux savoir que pas savoir. Fait que là, vous avez reçu un diagnostic? En fait, non. Je sais que je porte les gènes de mes 2 parents. OK. Le gène APO4. Le plus facile. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est que normalement, quand je vais avoir l'âge quand mes parents l'ont eu, ben oui. Il y a des fortes chances que... parce que j'ai le gène. OK. Puis ça, c'est correct avec moi. Oui? Oui. Mais comment vous avez réagi? J'étais pas surprise. 0. Puis moi, ça a fait OK. C'est tout. Fait que je vais profiter de la vie encore plus, j'imagine. C'est ça. Tu sais, je vis aujourd'hui, je vais pas vivre pour quand maman avait 77 ans, genre. Fait que, tu sais, là, il y a un bout à faire, là. Je viens d'avoir 60. Ben, je viens il y a quelques mois. Puis, fait qu'il en reste 17, là, tu sais. Mais je vais-tu penser à ça tous les jours? Il y a 365 jours à... c'est tant mieux que vous ayez ce genre de pensée ou de philosophie parce que il y en a plusieurs, je pense, qui seraient vraiment dans un niveau d'anxiété. On parle de votre maman, on va parler de votre papa aussi, mais vous dites quasiment que vous êtes née proche aidante. Oui. Puis vous l'avez été à plusieurs reprises. Là, on parle de votre père et votre mère, mais vous avez eu comme 5 expériences de vie de proche aidante. Oui. Dans votre vie. Êtes-vous fatiguée? Plus maintenant.
Parce Ouais. que depuis que mes parents sont décédés, j'ai pris une pause de tout ça. Puis j'ai averti ma famille. Là, non, c'est terminé. Puis j'imagine, tu sais, on rit bien, là, mais moi aussi, j'ai été la proche aidante de ma mère, tu sais, puis moi, parce que ça a duré sur une période de presque 5 ans. Puis moi, je vous dirais sincèrement, j'ai l'impression que ça m'a pris comme 5 ans à me remettre. Je veux dire, la fatigue, j'avais une fatigue d'accumuler immense, la charge mentale, fatigue psychologique, là, surtout. Je dis ça pas pour parler de moi, mais est-ce que ça a été ça, vous, l'après de tout ça, là? Je vais être honnête, Marina. Oui, vous allez pas me dire, ben non, je suis en forme. Non, mais je vais te dire que ça a été une libération. Bien sûr, bien sûr. Et pourtant, j'adorais mes parents, là. C'est pas un doute là. C'est OK, je peux arrêter. J'ai pu à penser, il va-tu m'appeler, mon père? Il va-tu m'appeler, là, tantôt, dans 5 minutes? Tu sais, être un peu, pas pouvoir faire autant de choses parce que tu sais pas s'il y a besoin de toi dans 2 minutes. T'es toujours en alerte. Oui, Ben puis oui, moi, c'est j'habitais ça, à une demi-heure de mon père. Fait que je m'en allais pas très loin, là, parce que je savais, là, que... Si je vous ramène à 2007, parce que dans mes notes, cette année-là, votre mère a eu un diagnostic. En fait, elle a eu une intervention chirurgicale. Oui. Elle a eu un cancer, donc des ovaires, en fait. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait peut-être autre chose, là, que l'Alzheimer pouvait se pointer. Il y a eu quelque chose. Y a-t-il eu une complication à ce moment-là? Mais c'est quand même une période, si je me trompe pas. À partir de là, il y a quelque chose là qui s'est accéléré chez votre mère. Là. C'est que maman, elle a commencé à mélanger des choses. À partir de ce moment-là, c'est ce que vous avez remarqué? Oui, elle mélangeait les noms. Tu sais, ça parvient à n'importe qui, bien c'est sûr. pas grave. Mais les numéros de téléphone, pas savoir où elle a mis son ceci ou cela. Puis après ça, ben là, quand le four, oublié d'éteindre le four, toutes ces choses. Commencé à avoir ces problèmes-là. Là. Oui. Mais étape par étape, là, tu sais, de 2007 à 2012. C'est un peu particulier de dire ça, mais est-ce qu'elle avait un Alzheimer heureux, dans le sens où il y a vraiment des gens qui souffrent de dépression, de pleurs, d'inconfort. Souvent, c'est de l'inconfort physique, oui, mental, mais puis il y a d'autres gens qui sont comme des petits oiseaux tranquilles puis qui flottent un peu dans la vie. Elle se situe dans quelle catégorie, votre mère? Maman, c'était la joyeuse. OK. Ouais. Ça change quand même la donne. Ah oui, ça change la donne parce que quand elle me voyait, elle était tellement contente. C'est ça. Tu sais, puis elle était joyeuse. L'équipe, ils l'adoraient. Tout le monde l'adorait dans l'équipe, là. Tu sais. Même les nouveaux, tout ça, tu sais. Fait que c'était... Maman... En fait, j'avais envie de te dire une phrase que maman m'avait dit. Tu sais, elle dit, si j'ai cette maladie-là, je suis mieux de l'accepter parce que sinon, je vais en souffrir. Idéalement, on voudrait tous penser ça, mais c'est pas évident quand même. Non, c'est beaucoup de résilience. Je trouve que maman, c'est ça. Ça a été de la résilience jusqu'à la fin. Allons un peu vers votre papa. Parce que quand même, votre papa, lui, il a eu un diagnostic d'Alzheimer en 2020. Oui. Mais là aussi, vous dites que vous aviez vu des choses bien avant. Il est décédé en 2022. On l'a dit, c'est suite au fait que votre mère a quitté votre père. Ça a été ça aussi qui a été un grand choc dans la vie de votre père. Hein. C'est souvent aussi une grosse émotion peut aussi déclencher ce genre de conditions-là aussi. Ben, en fait, papa, là, quand il a eu le diagnostic en 2020, il ne voulait pas ça. Il a failli virer le bureau du médecin à l'envers. Oui, il paraît que ça n'a pas été heureux dans le bureau du médecin. Hein, non, il ne voulait pas parce que il l'a vu. Il l'a vu chez sa femme. Il connaissait le chemin devant et il ne voulait pas ce chemin-là. Et lui, il a choisi autre chose, votre père? Moi, mon père a choisi autre chose. Ça faisait 3 ans qu'il parlait de l'aide médicale à mourir quand il l'a reçu. Donc, c'est moi, son accompagnante, qu'un jour, parce que dans ma famille, il me disait tout le temps qu'il n'y aurait pas droit, qu'on n'était pas rendu là dans les reconnaissances pour la loi.
Puis, quand j'ai parlé à Douglas, à une des filles avec qui j'ai parlé plusieurs fois, elle me dit, oui, ton père y a droit. Là, j'ai pris sur moi un mois, toute seule, à penser, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis quand j'ai choisi que j'étais l'accompagnante de mon père, c'était clair pour moi que si je l'accompagne, ben mon rôle, c'est d'être là pour lui. Dans son aide médicale à mourir. Oui. C'est ça, que vous étiez là pour lui, pas pour vous. Exactement. Parce que nous, on veut les garder, hein, c'est sûr, mais quand quelqu'un veut partir... Ben c'est ça qu'il voulait. Alors, j'ai dit, je sais que le chemin va être difficile avec le reste de ma famille, mais c'est pas grave. Puis, j'ai appelé le travailleur social, j'ai envoyé un courriel officiel, puis il a fait les démarches, puis ça s'est entrepris doucement. Le premier médecin a dit oui, le deuxième a dit non, alors on a recommencé. On recommence à zéro après. Puis vous l'avez accompagné dans ça? Moi, ça a été comment pour vous de vivre cette expérience-là? Les derniers 6 mois de mon père, ça a été... un beau cadeau. Un beau cadeau. Même si l'accompagnement a duré 3 ans, ça a été un beau cadeau de vivre ça avec lui, de lui permettre d'être entendu, respecté, puis d'aller partir dans la dignité comme il le souhaitait. En fait. Exactement. Lui, il voulait pas quitter son logement, aller en résidence donc, puis il voulait avoir son auto. Tout ça, c'est ça qui s'est passé. Quand on regarde votre parcours, Sylvie, vous avez quand même fait des apprentissages intéressants. Oui. J'imagine qu'il y a eu plein de moments tellement difficiles parce que c'est difficile. Puis la proche aidance, c'est difficile. Puis de voir nos parents vieillir dans ça, dans notre rôle de proche aidant, c'est extrêmement difficile. Mais vous avez quand même appris à vous écouter. Oui. C'est ce que vous dites. Vous aviez... 4 questions que vous vous posiez. Oui. Hein? Vous vous êtes monté une espèce de palmarès de questions avant de rentrer, là, avant d'aller voir votre mère ou avant d'aller voir votre père là, comme proche aidante. Vous avez quand même développé des capacités d'avoir un certain recul. Puis, est-ce que vous vous rappelez de vos questions? Ah, c'est sûr. Alors, partagez-les avec nous parce que je pense que c'est important de dire ça, puis ça va aider les gens, en fait. Oui. En fait, quand on va voir un proche aidant qui est en CHSLD, souvent, on vit toutes sortes d'émotions, en fait. Oui. Parce qu'on ne sait pas comment ils vont être, vas-tu me reconnaître? C'est douloureux. Cette partie-là, c'est douloureux. Fait que moi, je prenais 5 minutes. Pas long. Avant de débarquer de la voiture, mettons. Là, oui, 5 minutes. La première, c'est comment je me sens. Comment je me sens présentement? Puis le but, c'est pas de les juger, de les analyser. Le but, c'est juste de savoir comment on se sent. Fait que moi, il y avait toujours de l'anxiété, de la peur, de la colère. Ça, c'était toujours présent. Puis les autres, ben, ça dépendait des fois. Mais des fois, j'ai nommé toutes là, les émotions. Oui. Puis je les jugeais pas, comme je dis. Je faisais juste, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après ça, je disais, mais pourquoi j'y vais, dans le fond? Pourquoi je me fais vivre ça? Puis la réponse était toujours la même. Parce que j'ai envie de voir maman. Oui, parce que très souvent, on peut dire qu'en général, l'Alzheimer, toute forme de difficulté cognitive, dégénérative, tout ça, souvent les gens nous reconnaissent pas. Oui. Hein, où on était là il y a 1 heure, ils pensent qu'on n'est pas venu depuis 3 semaines. Fait que vous vous disiez pourquoi j'y vais, dans le fond. Ça donne quoi, là? De me faire vivre ça, cette affaire-là, tu sais. Je vais partir 2 minutes à l'autre toilette, je vais revenir, tu sais. Comme si je viens d'arriver. Oui. Donc, c'est ça. Comment je me sens? Pourquoi je vais là? Pourquoi je vais là? Parce que souvent, c'est la culpabilité. Puis moi, ma mère, elle voulait pas ça, que je me sente coupable. Fait que moi, je me disais, si je reconnais que je vis de la culpabilité, ben, tu sais, j'irai pas cette journée-là parce que c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut pas que j'aille la voir quand je me sens coupable. Là, je parle de mon histoire. Ouais. Hein? Ouais. Je dis pas ça pour ça. Fait que, donc, pourquoi j'y vais? Est-ce que j'ai des attentes? C'est quoi mes attentes?
Ben oui, parce qu'on en a beaucoup, hein, veut pas, là, indirectement. J'ai envie qu'elle me reconnaisse parce que moi, ma mère, elle m'a reconnue presque à 90-95% du temps. Fait que c'est énorme. Fait que c'était une pression que je me mettais à chaque fois parce que je faisais toujours le même chemin quand j'étais devant elle. Fait qu'elle me reconnaissait, là, c'était pas long. Puis si j'ai des attentes, est-ce que c'est réaliste? Mais ça, c'est une sous-question de la 3e. Suis-je réaliste? Fait qu'à chaque fois, vous avez appris à vous poser ces questions-là. Ça a dû vous aider? Énormément. Puis la dernière, c'est quoi qui est vraiment important? De voir maman parce que je l'aime. Point. Ça quand même, c'est depuis 2022, puis oui. Vous avez décidé de prendre une pause, de vous occuper de vous. Oui. Parce qu'il y a une vie après, la post-aidance, comme on dit toujours, là, d'avoir été dans ça pendant 5, 10, 12... Ça me pris... tu sais, je me demande si c'est correct. Tu sais, tout ça, là, ça prend un certain temps. Ouais. Même si tu sais qu'il est mort, même si tu as tout fait le chemin. Non, d'atterrir, de réatterrir dans votre vie, ça prend un certain temps. Fait que moi, j'ai pris vraiment un an où je n'ai fait que qu'est-ce qui me tentait. C'est merveilleux quand même de s'octroyer ça. Parce qu'on reste dans la douleur, la souffrance, le deuil, la culpabilité, la honte, comme si on n'avait pas fait assez. C'est facile de rester dans ça, là. Mais vous êtes accordé. Oui. Ça, oui. C'est formidable. Oui, merci Marina. Moi, je pense que j'aurais pas pu faire plus. Même si c'est loin de beaucoup des gens qui vont tous les jours, tu sais. Mais dans mon état de santé, je pouvais pas faire plus. Fait que, tu sais, ce que j'ai fait, je suis heureuse de l'avoir fait. Puis aujourd'hui, je suis en paix. Et c'est ça le plus important pour moi. Merci beaucoup, Sylvie. Hey, ça me fait de votre plaisir. passage. Merci, Marina. Oui. Merci. Je suis présentement avec Dr Wang Duong, qui est spécialiste en médecine interne à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur à Terrebonne depuis 1998. Il a été président de l'Association des spécialistes en médecine interne au Québec de 2018 à 2023. Dr Duong, vous ne vous considérez pas un expert en proche aidance, mais votre intérêt face à cette réalité-là est vraiment grandissante. Je veux vous dire merci d'être venu nous rencontrer aujourd'hui parce que je trouve ça tellement pertinent de pouvoir s'asseoir avec des médecins puis de parler de ça. Alors vous avez un intérêt grandissant, vous le voyez sur le terrain, l'importance de la proche aidance. Tout à fait. D'abord, la première chose, c'est dans le cadre de mon travail, oui, je travaille au quotidien avec des proches aidants. Mais je vous dirais aussi que c'est depuis mon implication à la fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec dont la mission première, c'est de soutenir, de valoriser le travail des proches aidants. Alors là, vraiment, j'ai vu encore plus, j'ai assisté à des témoignages de proches aidants, puis j'ai appris plein de choses, je trouve fascinantes, puis j'ai hâte de le partager avec le grand public. Puis vous dites que ça a été aussi beaucoup dans le cadre de la COVID, de la pandémie, que vous avez pu faire des constats importants. Hein? Ben oui, parce qu'on dit toujours, c'est quand une personne disparaît qu'on réalise à quel point elle était utile, elle était importante. Durant la pandémie d'avant le vaccin, on interdisait aux proches aidants de rendre visite aux patients à l'hôpital. Terrible. Donc moi, je travaillais dans des unités COVID, plein de patients atteints de COVID, terriblement malades, pas un seul proche aidant à leur côté. Je peux vous dire que l'ambiance était glauque et c'est peut-être quelque chose qui nous a marqués, tous mes collègues et moi. Puis depuis ce temps-là, on dirait que je vois des proches aidants partout. Et je vois à quel point ils nous aident dans notre métier, nous, les médecins spécialistes. Et j'imagine que ça a changé votre regard. Tu sais, j'imagine que on veut pas revivre une pandémie, là, mais on n'est pas à l'abri de ça, puis on le sait très bien. Mais j'imagine que les choses se passeraient autrement parce qu'il y a tellement de gens qui sont décédés tout seuls, des familles qui ont été endeuillées, mais l'ont pas vécu le deuil, n'ont pas été capables d'être auprès des membres de leur famille, de leurs parents. Fait que je pense que ça a changé en général le regard aussi là-dessus. Moi, je dirais plus jamais. Plus jamais. C'est ce que mes collègues, on s'est dit, là.
on espère tous qu'il n'y aura pas de pandémie, mais plus jamais cette interdiction totale des proches aidants. Il faut trouver une autre façon. Vous l'avez dit, moi, je l'ai vu, des personnes qui étaient en fin de vie, qui étaient en train de mourir, puis tout ce qu'on avait à leur offrir, c'était un téléphone cellulaire, un FaceTime avec leur famille. Plus jamais on devrait revivre ça. Quand vous dites, Dr. Duong, plus jamais, est-ce que c'est quand même quelque chose que vous réussissez avec vos confrères à communiquer au ministre, au ministère de la Santé? C'est quelque chose qui s'est jasé entre vous, les médecins, puis que tout le monde est d'accord, puis c'est rendu en haut, puis c'est vrai que ça arrivera plus jamais? Je n'oserais pas dire que ça s'est rendu en haut, du moins pas encore, mais la mission qu'on se donne à la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes, c'est justement d'améliorer le réseau pour améliorer cette relation qu'il y a entre le patient, le médecin, mais le proche aidant aussi. Donc, cette fameuse triade, on veut qu'elle soit améliorée. Puis, je dis toujours à mes collègues, on peut faire mieux. On est 11 000 médecins spécialistes au Québec, là, on peut faire mieux. Il ne faut pas juste dire, d'accord, merci de vous occuper de votre mère, mais vraiment faire de la place aux proches aidants, les traiter comme des acteurs à part entière de notre équipe. Comme on travaille avec nos infirmières, nos travailleurs sociaux, ben, la personne proche aidante, elle fait partie de l'équipe, puis il faut la valoriser. Exactement. Mais je pense que c'est générationnel aussi. Seriez-vous d'accord? Parce que moi, quand je pense à mes parents, là, je me souviens, mon père, ça fait 35 ans qu'il est décédé. Et je me souviens à l'époque, avec ma mère, ça fait 12 ans qu'elle est décédée. Ça a été toute une autre expérience. Moi, mes parents allaient chez le médecin et ne posaient pas de questions. Le médecin, c'est le bon Dieu. Il dit quoi faire, tu fais ce qu'il te dit, puis tu poses pas de questions. Puis je me suis un peu interposée, moi, à ce niveau-là, à ce moment-là, puis je leur disais, faut que vous posiez des questions. Puis après ça, je l'ai vécu, moi, directement avec ma mère, mais les médecins, ils sont contents d'avoir des membres de la famille qui sont là, peut-être pas 12 personnes, mais 1 ou 2 personnes clés, parce qu'il y a personne qui connaît la personne mieux, la personne malade, que la famille. Puis moi, je trouvais aussi que le malade, en l'occurrence ma mère était comme en état de choc pendant toute sa maladie. Fait que même si elle aurait voulu, elle avait peur, elle savait pas quoi dire, j'étais toujours avec elle parce que l'écoute est pas la même non plus. Mais j'ai senti, moi, que les médecins étaient vraiment contents de sentir que, ben, parlez-moi, tu sais, comment vous avez été, vous? Bon, il y a pas beaucoup de réponses. Moi, j'intervenais puis je disais, ben, il y a ça, ça, ça. Et vous, c'est ce que vous voulez, les médecins? Ben, je veux dire, vous avez dit les éléments les plus importants. Moi, dans mon travail, souvent, je rencontre des personnes puis je dois leur parler, donner des explications complexes sur leur maladie puis sur leur traitement. Puis, de fait même de leur maladie, les patients, des fois, sont pas dans les conditions optimales pour comprendre mes explications. Exactement. Puis des fois, même, ils prennent des médicaments qui donnent des effets secondaires, qui fait qu'ils peuvent pas comprendre. Ben, la personne proche aidante, elle est là, elle écoute, elle peut reprendre mes explications puis utiliser les mots qu'elle connaît. Prendre des notes. Moi, je prenais des notes. Ouais. C'est ça. Et puis, en plus, ben, la personne proche aidante, elle me donne de l'information. Parce que, encore une fois, la personne, elle pense pas toujours, mais, ah oui, elle est tombée, elle a des problèmes d'équilibre, puis c'est vrai, sa mémoire, c'est pas la même chose. Pour nous, les médecins, là, c'est tous des indices qui sont très importants. Ça nous permet de raffiner notre diagnostic, ça nous permet d'améliorer nos traitements, puis d'avoir des meilleurs résultats, surtout. Et c'est ce que vous voulez. Puis vous, votre but, comme vous le dites, c'est de transmettre et d'unir ces 11 000 spécialistes-là pour changer la façon de faire, la façon de voir la maladie chez vos patients? Ben, je pense qu'ils vont me trouver fatigant, là, mais je vais insister. Moi, je pense, là, mes collègues, les 11 000 médecins spécialistes, on peut faire mieux. Et d'ailleurs, il y a des projets, j'espère qu'on pourra en parler dans quelques instants, mais des projets fantastiques, vraiment novateurs, qui, vous savez, là, les bottines vont suivre les babines. Oui. C'est-à-dire, on va pas juste dire « Ah, merci les proches aidants », on leur fait de la place. Il y a un endroit dédié dans l'hôpital. C'est vraiment des gestes concrets comme ça qui vont améliorer la relation qu'on a, patient, proche aidant, puis l'équipe soignante. Mais davantage, c'est quoi les projets que vous développez puis que vous souhaitez offrir donc à la place et le rôle du proche aidant?
Alors, par exemple, il y a vraiment un projet vraiment emballant que la Fondation on a subventionné. C'est Dr. Julia Chabot. Dr. Julia Chabot est une spécialiste en gériatrie. Puis en fait, elle est même la présidente de l'association qui regroupe tous les gériatres au Québec. Et elle travaille à l'hôpital St. Mary's à Montréal. Mm-hmm. Et elle va faire une clinique de gériatrie. Jusque-là, rien de très spécial, mais ce qui vraiment fait la différence, c'est qu'il y a non seulement un endroit pour les médecins, pour les infirmières, pour les patients, mais il y a un endroit spécifiquement conçu pour les proches aidants. Et donc, c'est des proches aidants qui accompagnent des personnes qui souffrent, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, mais qui ont d'autres également problèmes en gériatrie. Puis, on va les accueillir, on va leur demander quels sont les besoins, on va leur demander comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils sont anxieux, est-ce qu'ils sont déprimés, c'est quoi leurs besoins. Au besoin, on va les diriger vers des ressources communautaires, des ressources au sein de l'hôpital, et on va aussi faire des groupes d'entraide. Parce que des fois, les personnes proches aidantes, une des réalités qu'elles vivent, c'est qu'elles sont isolées. Oui, elles sont en relation avec la personne aidée, mais elles ne peuvent pas parler de ce qui leur arrive à elles. Puis là, on va organiser des sessions de groupe, on va mettre des proches aidants ensemble, puis des fois, juste de pouvoir parler de ce que ces personnes-là vivent, ça peut soulager beaucoup. Puis la dernière chose qu'on va faire également, c'est qu'on va faire de la recherche. Dr. Chabot est une chercheure, puis elle va vraiment essayer de savoir les interventions qu'on fait. Est-ce que ça aide la personne proche aidante? Est-ce que ça aide la personne aidée? Puis, ultimement, on aimerait généraliser le projet, que ce soit tous les proches aidants de toutes sortes de maladies qui viennent dans ce local-là, mais également dans tous les autres hôpitaux, que de plus en plus, on parle des personnes proches aidantes puis qu'on leur donne de la place. Puis j'aime ça parce que vous dites que votre règle numéro 1, c'est que le proche aidant doit prendre soin de lui d'abord. Oui. Et ça, c'est difficile de traduire ça aux proches aidants parce que c'est drôle, moi je viens de commencer à tourner là, avec une conférence sur la proche aidance. Et c'est beaucoup ça. Moi, je le dis, c'est un témoignage très personnel de dire, moi, au début, avec ma mère, ça a été 5 années de proche aidance. J'ai eu ma famille, mais au départ, je suis allée me chercher de l'aide. Je suis allée rencontrer une psychologue. Moi, j'avais besoin qu'elle m'aide à essayer de mieux gérer mon rôle de proche aidante. Puis souvent, ben c'est ça, c'est qu'il y a des services, des soins pour le malade, mais il n'y a pas de soins, ou il y a moins de services, beaucoup moins pour le proche aidant. Puis pour bien aider, il faut s'aider. Absolument. Hein? C'est ça. Absolument. Puis, vous savez, vous avez été proche aidante. Et c'est pas un hasard. Hein? On sait que la majorité des proches aidants, souvent, c'est des femmes. Hein? 60% environ des proches aidants sont des femmes. Puis, je sais pas, il y a peut-être quelque chose chez les femmes qui fait que vous n'êtes pas porté naturellement à parler de vous, puis à demander de l'aide. Puis je sais que certaines personnes proches aidantes même vont dire que demander de l'aide, c'est un peu égoïste parce que là, ils sont là pour aider la personne. Mais la réalité, là, c'est que il y a personne qui est un super-héros. Non. Il y a personne qui est parfait. C'est normal de se sentir épuisé des fois. Si on n'a pas toutes les connaissances. Quand on devient proche aidant, là, on est un peu médecin, on est un peu infirmière, on est un peu psychologue, on est cuisinière, femme de ménage, chauffeur privé. On porte tellement de chapeaux qu'on peut pas connaître toutes ces choses-là. Puis moi, je vous dirais même si on s'y connaissait, parce que des proches aidants qui sont médecins, il y en a. C'est vrai. Ils ont leur formation, mais quand il s'agit d'aider leur père, leur mère, leur fille, c'est pas la même chose, là, parce que t'as tes émotions, t'as ta relation, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est normal de se sentir des fois un peu dépourvu, et c'est normal de demander de l'aide. Puis, au fond, là, si on est aidé, si on est en meilleure santé, on pourra juste être encore plus utile pour la personne qu'on veut aider. Moi, j'aime ça l'image là vous savez, ils disent toujours que quand on prend l'avion, là, si jamais le masque à oxygène descend, mettez votre masque, et ensuite mettez le masque de l'autre personne. C'est le même principe. Il n'y a vraiment aucun mal à demander de l'aide lorsqu'on est proche aidant. C'est une force, en fait. Puis l'idée, c'est
d'avoir une équipe autour de soi. Moi, je trouve que pour avoir une meilleure présence auprès de notre aidé, ben on a une équipe qui s'occupe de certaines choses, puis qu'on est plus présent comme fille, comme maman, comme conjoint. Ce qu'on veut, c'est d'être proche de cette personne-là, puis pour savourer le temps qu'on a avec ces gens-là. Fait que l'idée, c'est de monter une équipe aussi, hein. Une équipe, c'est tellement important, là. Une des choses que les personnes proches aidantes ressentent beaucoup, c'est l'isolement. Elles se sentent toutes seules, elles ont peur de demander de l'aide. Puis nous, ce qu'on les encourage à faire, c'est d'abord demander de l'aide, puis aussi demander l'aide à d'autres personnes. Souvent, par exemple, dans une famille, ben, c'est toujours la même personne qui aide. Ça crée des frustrations aussi. Ça crée des frustrations, mais il faut apprendre, je pense, à demander de l'aide. Mais ça va plus loin que la famille. Encore une fois, l'équipe soignante, c'est important, les médecins, les infirmières, le réseau de la santé. Je pense qu'on peut rendre les soins des fois plus humains pour nos patients, pour les proches aidants, pour que ce soit moins déroutant. Les employeurs, être proche aidant, c'est aussi des fois s'absenter du travail. Il faut que les employeurs soient compréhensifs, je pense, flexibles. Donc l'équipe, là, je la définis vraiment au sens large. Le proche aidant, la famille, le réseau, même toute la société. C'est tellement important, le travail que font les proches aidants, que je pense qu'il faut qu'on en parle un peu plus comme société. Puis leur donner des outils, parce qu'il y en a des services. Hein, l'appui qui produit ce balado-là, c'est comme la centrale de tous les services qui existent au Québec. Puis il y en a des services. Le 3/4 du temps, je trouve que c'est parce que les gens ne le savent pas non plus. Oui. Mais il y en a des services. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Dr. Wong, que l'aide, la proche aidance, en fait, c'est vraiment le futur de notre système de santé? Ben, c'est pas juste le futur, ça fait longtemps que les proches aidants font leur travail. Là. Une chance qu'ils sont là. Mais de plus en plus, avec une population vieillissante, voilà. Hein, c'est quand même important. Là. Vous savez, il y a une étude qui commence à dater, honnêtement, là, ça fait 10 ans, mais qui estimait que les soins pour les personnes âgées étaient donnés à 85% par des personnes proches aidantes. Mm-hmm. Donc, on pensait que c'est CHSLD, CLSC, les hôpitaux, mais non. Les proches aidants donnent l'immense majorité des soins aux personnes âgées. Donc, je peux pas être plus d'accord avec votre affirmation. Là. L'avenir passe par les proches aidants. J'aimerais aussi aborder l'aide médicale à mourir. C'est pas quelque chose que vous pratiquez, vous, mais vous êtes à même de témoigner de l'impact que ça peut avoir dans une famille quand on demande l'aide médicale à mourir ou on le considère. Oui. Ben, c'est nouveau. Hein, c'est nouveau. Et puis, donc, il faut que la société, on s'y fasse un peu. Je vous dirais que dans ma pratique, même si je ne le fais pas l'aide médicale à mourir, je le vois. Il y a des fois de mes patients qui demandent l'aide médicale à mourir. Puis l'expérience pour les personnes proches aidantes, elle est très variable. Il y a beaucoup de familles, ça se passe vraiment bien. Ils accueillent ça comme une délivrance. Puis ils sont vraiment contents pour le membre de leur famille, si c'est quelqu'un de la famille. Mais il y a des fois aussi où des fois ça se passe moins bien. Il y a des conflits de valeurs. Il y a des personnes aussi qui, c'est normal, elles sont attachées à leur père, à leur mère, à leurs frères ou sœurs. Puis elles sont pas prêtes encore. Elles n'ont pas encore fait le deuil. Puis des fois, ça peut être compliqué. Ouais. Et je pense que ce qui est bien, c'est que normalement, dans le processus, on s'assure de demander à la personne qui a demandé l'aide médicale à mourir si elle a besoin d'aide, de support psychosocial, puis on demande aussi à la famille. Mais ce que mes collègues qui font l'aide médicale à mourir me disent, c'est que quand la personne décède, il n'y a plus rien pour les proches aidants. Parce que la personne est décédée, parce que le dossier est fermé. La post-aidance, comme on dit. Hein? La post-aidance. Ouais. Mais la personne proche aidante, elle est toujours là. Et c'est une personne qui, des fois, qui souffre. Puis là, c'est le parcours du combattant pour trouver de l'aide. Ouais. Donc ça, s'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer, la post-aidance, puis c'est pas juste pour l'aide médicale à mourir, c'est pour, par exemple, les personnes qui sont en soins palliatifs, qui décèdent. Vous savez, on a ces personnes proches aidantes, elles nous ont aidés pendant de longues années, souvent. Puis là, ben, la moindre des choses, c'est de leur venir en aide après,
lorsqu'elles ont un deuil compliqué, lorsqu'elles ont de la difficulté, des problèmes de santé mentale, par exemple. Oui. Ce qu'on a remarqué, nous, à travers notre balado des 5 dernières années, c'est quand même quelque chose qui se prépare aussi. Hein? Mm-hmm. Dans notre rôle de proche aidant, il y a des conférences, il y a des groupes, comme vous dites, là, vous voulez davantage là, développer des groupes où les familles peuvent se retrouver parce que c'est quelque chose qui se prépare aussi. Oui. L'après. Hein? Des fois, c'est de déménager quelqu'un, d'aller placer quelqu'un dans une résidence parce qu'on peut plus les garder à la maison. Il y a tout ça là, dans la post-aidance aussi. Hein? Absolument. Puis je pense que si on sait ce qui nous attend, si on peut s'y préparer, c'est ça. Ben, ça va mieux se passer. Quand on a l'impression de ne pas contrôler les événements, c'est certain que c'est plus dur. Moi, j'ajouterais quelque chose. Non seulement c'est pas naturel, mais pour nous, être proche aidant, oui, c'est de venir en aide de façon volontaire, mais je vous dirais aussi que c'est révocable. Ça, c'est important de le dire. Révocable. C'est-à-dire que oui, c'est pas parce que je donne mon accord pour aider que ça va être toujours de plus en plus, puis que je pourrai jamais me retirer. Quand on est malade, c'est certain qu'on peut pas aider. Donc, ça, c'est peut-être le message que je donnerais au réseau. Le réseau de la santé, des fois, a tendance à se décharger un peu du travail vers les proches aidants. Moi, je pense qu'il faut respecter les limites des proches aidants. On entend souvent, là, vous allez reprendre, vous allez vous en occuper. Ben, attendez, là. Est-ce que vous pouvez le reprendre? Oui. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? C'est ça. Ouais. Puis des personnes proches aidantes, elles-mêmes malades, c'est pas rare. Ouais. Donc, moi, j'ai connu cette patiente-là qui devait s'occuper de son mari, qui avait la maladie d'Alzheimer, mais qui elle-même était aux prises avec un cancer du sein, avec des traitements. Donc, je pense qu'il faut faire preuve de compréhension. Puis même si cette patiente-là s'était toujours occupée de son mari, ouais. Peut-être que des fois, là, elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle, de son cancer, puis qu'elle n'était pas capable. Mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Ben non, évidemment, mais parfois, ça ne l'est pas, évident. Là. Voilà. Mais ça, je pense qu'il faut le dire. Puis j'espère que les personnes proches aidantes vont comprendre, puis vont pas avoir peur de demander de l'aide. Docteur Wang, on vous parlait d'Alzheimer, je me permets de rentrer dans ça, mais c'est quoi les meilleures façons de prévenir l'Alzheimer en terminant? C'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle parce qu'il peut y avoir un côté génétique, héréditaire, mais il y a beaucoup sur le mode de vie aussi qui peut amener un Alzheimer éventuellement. Oui, absolument. Puis dans la population, il y a parfois des gens qui ont cette idée que c'est une fatalité. Hein? On l'a ou on l'a pas, puis on peut rien y changer, alors que c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on peut faire qui vont diminuer notre risque de souffrir, par exemple, de maladie d'Alzheimer, mais d'autres formes de démence aussi, comme la démence vasculaire. Puis c'est des choses b.a.-ba, mais je me permets de les répéter. Ne pas fumer. Ne pas prendre d'alcool ou le moins possible, faire de l'activité physique, surveiller son poids, avoir des relations sociales. Saines. Saines, oui. Parce que des relations toxiques, c'est pas bon pour la santé non plus. Hein? Évidemment pas, évidemment. Donc, l'absence de relations ou des relations toxiques, c'est à éviter, mais on sait que d'avoir des relations sociales, c'est bon pour notre cerveau. On sait que ça prévient la dépression, puis il y a des études de plus en plus qui disent que ça diminue probablement nos risques de souffrir, par exemple, d'un trouble neurocognitif. Merci, Dr. Wang. Ça a été super intéressant de parler avec vous. Puis ça me fait super plaisir quand les spécialistes dans le milieu de la santé viennent à notre balado parce que ça rend encore plus pertinent notre mission, en fait, puis notre quête. Merci infiniment. Ben, je vous en prie, ça me fait plaisir. C'est déjà la fin de ce tout premier épisode, mais on en a d'autres pour vous à venir. Un immense merci à Simon-Olivier Fecteau, à Sylvie Soli et au Dr. Wang Duong pour ses témoignages. Vous nous rappelez que derrière l'Alzheimer, derrière les maladies neurodégénératives, il y a des histoires qui continuent, il y a des liens qui se transforment aussi. Alors, si vous accompagnez un proche atteint de troubles cognitifs, ben vous n'êtes pas seul. Je vous le répète souvent, contactez Info Aidant au 1-855-852-7784 ou par courriel
courriel aussi à info-aidant@l'appui.org. Alors, le répertoire des ressources sur le site de l'appui vous permettra de trouver des organismes et des services adaptés près de chez vous, que ce soit pour du répit, de l'accompagnement ou du soutien psychosocial aussi, tout est là. Alors, d'ici notre prochaine rencontre, rappelez-vous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.